Bonjour tout le monde. Je vais enfin terminer avec le CM5 des cours de virologie et il me semble que on s'était arrêté avec le problème d'empaquetage du génome posé par des virus avec des génomes segmentés. Par exemple, les orthomyxovirus, comme le virus de la grippe, ont un génome segmenté en ARN brun négatif. Donc, le génome consiste en 8 molécules d'ARN brun-moins, avec en gros chaque molécule d'ARN codant pour une protéine virale, avec les segments CT8 codant pour 2 par épissage alternatif. Alors évidemment, le problème pour le virus, c'est que chaque particule virale porte en elle un génome complet. Il faut qu'il y ait au moins une copie de chaque segment génomique. C'est-à-dire que si dans une particule virale, j'ai une copie de chaque segment 1 à 8, là, ça serait un virus viable. C'est-à-dire que tous les gènes sont présents, donc le virus va pouvoir se répliquer. Or, si de temps en temps, j'ai une particule virale comme ceci, avec 2 copies du segment 3 et 0 copie du segment 1, dans ce cas-là, mon virus sera défectueux, parce qu'il manque son segment génomique 1. C'est un peu comme une anomalie chromosomique chez nous. Et donc, si on retourne il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années, il y a eu un débat sur si le virus de la grippe produisait des particules virales avec une incorporation contrôlée de segments génomiques, c'est-à-dire avec chaque particule qui va comporter une seule copie de chaque segment génomique, ou alors si on avait un système qui était plutôt aléatoire, c'est-à-dire que des particules virales allaient impacter peut-être 10 ou 11 segments génomiques qui sont pris aléatoirement, et en fait, de temps en temps, on aurait un génome complet et souvent des génomes défectueux. Et il y a une vingtaine d'années, il y a eu des données allant dans les deux cas. Alors, ce qui a vraiment tranché et donné une réponse définitive à cette question, c'était entre autres une étude publiée dans Nature en 2006, dans laquelle les auteurs avaient tout simplement visualisé la libération des particules virales à partir des cellules infectées. Et donc, ils ont pu détecter différentes étapes de libération de la particule virale à partir d'une accumulation de segments génomiques sous la membrane plasmique, et puis la formation des particules virales par bourgeonnement. Et lorsque des particules sont en train de bourgeonner, elles ont une structure tout à fait caractéristique avec une forme allongée, avec tous les segments génomiques qui sont alignés. Et ce qu'ils ont pu faire par la cryotomographie électronique ou l'utilisation ou l'analyse de couches très très minces en microscopie électronique, c'était de regarder les couches très très minces à travers une seule particule virale. Et donc si on regarde une particule virale sur ce plan-là, on peut voir vers la tête de la particule virale, si on peut dire ça, on voit que systématiquement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segments génomiques. Et en prenant des couches, des coupes de plus en plus bas dans la particule virale, on a soit des 8 segments génomiques, encore ensuite un petit peu moins que ça, et puis finalement 2. Et ça, c'est parce que les segments génomiques n'ont pas la même taille. Donc plus la molécule d'ARN est longue, plus la nucléocapside sera longue et plus il pénètre vers le bas de la particule virale. En tout cas, quand ils ont regardé un grand nombre de particules virales juste après leur bourgeonnement, et ce qu'on peut voir ici,
on a une forme très très régulière avec un segment génomique central et toujours 7 segments génomiques autour. Et donc on a toujours 8 segments génomiques dans chaque particule virale qui est libérée. Et du coup, on a une incorporation qui est contrôlée des segments génomiques. On a une copie de chaque segment et pas un nombre, pas une sélection aléatoire. Et voilà, donc incorporation contrôlée de une copie de chaque segment génomique. Donc chaque particule virale qui est libérée comprend un génome complet de virus et donc les particules virales sont infectieuses et pas défectueuses. Toutes les particules virales. Alors, ça c'est pour l'empaquetage du génome. Ensuite, dans la dernière étape dans le cycle de réplication virale, c'est la libération des particules virales. Et les mécanismes de libération vont être très différents pour les virus nus et les virus enveloppés. Chez les virus nus, classiquement, ce qu'on dit, c'est que les virus non enveloppés sont libérés par lyse cellulaire. Et ça, c'est vrai pour certains virus non enveloppés, comme les adénovirus. Donc, les particules virales sont assemblées dans le noyau. Et ensuite, à la fin du cycle de réplication des adénovirus, on a l'expression de deux protéines tardives, la protéine L3, donc L pour late, et la protéine ADP pour Adenovirus Death Protein. Et l'expression de ces deux protéines-là tue la cellule infectée, lise l'enveloppe nucléaire et la membrane plasmique, et c'est ce qui permet la libération des particules virales. Donc on a une libération par lise de la cellule infectée. Or, ce mécanisme n'est pas toujours employé par tous les virus nus. Donc il existe pas mal de virus non enveloppés qui libèrent la particule virale sans liser les cellules infectées. Et ça a été mis en évidence pour les picornavirus, par exemple, le virus de la poliomyélite. Donc, ce sont des virus ARN brun plus avec un cycle de réplication uniquement cytoplasmique. Donc, des particules virales sont assemblées dans le cytosol. Ensuite, ce qui se passe, c'est que des amas de particules virales peuvent être engouffrées ou prises en charge dans un autophagosome. Et, la maturation de l'autophagosome est contournée parce que normalement, ce qui est les protéines cytosoliques prises en charge par l'autophagosome doivent être détruites et recyclées. Or, chez les cellules infectées par le virus de la poliomyélite, ce qui se passe, c'est que les autophagosomes qui contiennent des particules virales, vont en fait d'abord maturer pour avoir cette forme de vésicule à une seule membrane, et ensuite ces vésicules vont fusionner avec la membrane plasmique, au lieu de fusionner avec un lysosome. Donc on a la maturation de l'autophagosome qui est contournée afin de libérer des particules virales sans pour autant tuer la cellule infectée par lyse. Donc le modèle un petit peu classique, c'est-à-dire que les virus non enveloppés sont libérés par lyse de la cellule, n'est pas vrai pour la totalité des virus non enveloppés. Alors, les virus enveloppés, quant à eux, sont tous libérés par un processus de bourgeonnement à une membrane cellulaire, soit la membrane plasmique, soit pour certains la membrane du réticulum endoplasmique, ou alors pour les herpès virus, un processus assez complexe avec un bourgeonnement initial à la membrane interne de l'enveloppe nucléaire. Bon, quelle que soit la membrane cellulaire impliquée, on a pu classer le processus de bourgeonnement selon quelle protéine virale est impliquée et est essentielle
pour le bourgeonnement. Alors, pour le bourgeonnement de classe 1, d'abord, les nucléocapsides sont formés entièrement, et c'est leur interaction avec les nucléocapsides, avec les glycoprotéines enveloppes, qui sont nécessaires pour la libération des particules par bourgeonnement. Donc, les virus du genre alphavirus se libèrent par bourgeonnement de ce type. Pour les autres virus enveloppés, la nucléocapside se forme au même temps que le processus de bourgeonnement. Donc, pour les rétrovirus, ce sont les protéines de matrice ou de capside qui sont essentielles pour cette formation de la nucléocapside au même temps que le bourgeonnement. Pour le virus de l'hépatite B, c'est la glycoprotéine d'enveloppe toute seule qui est suffisante pour former des petites particules qui se libèrent par bourgeonnement. Ça, c'est très important pour la production du vaccin d'ailleurs. Donc, le vaccin contre le virus de l'hépatite B, c'est la glycoprotéine d'enveloppe, l'antigène HBS, produite sous forme de protéines recombinantes, mais ce n'est pas juste une protéine soluble. Ce sont en fait les petites particules libérées par bourgeonnement par les cellules qui expriment l'antigène HBS. Et du coup, la glycoprotéine d'enveloppe, la HBS, est présentée dans son environnement, disons, naturel, c'est-à-dire encastrée dans l'enveloppe d'une sorte de petite particule virale, mais vide. C'est pour ça que c'est un des éléments qui contribue à l'efficacité de ce vaccin. Et dernier exemple, il y a beaucoup de virus chez lesquels c'est la protéine de matrice qui est absolument essentielle pour, le bourgeonnement des particules virales, mais en combinaison avec d'autres protéines virales. Par exemple, chez les Rhabdoviridae, c'est-à-dire les virus de la famille du virus de la rage, c'est l'association entre la matrice et la glycoprotéine enveloppe qui est essentielle pour la libération par bourgeonnement. Ok, donc ça c'est le système général. On va regarder en un peu plus de détails la libération du VIH par bourgeonnement. Alors, les particules sont formées par l'association entre les polyprotéines GAG, la polyprotéine GAG-POL, et deux copies de l'ARN génomique qui vont former des particules qui se libèrent par bourgeonnement. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut regarder de près les structures des polyprotéines GAG et de GAG-POL. Donc, GAG-POL, il y a tout dedans. On a la matrice ou les domaines de matrice capside, nucléocapside, et on a une terminale, et ensuite, en ces terminales, les enzymes virales, la protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase. Chez la polyprotéine GAG, on a la matrice, la capside et la nucléocapside, et ensuite quelques petites protéines ou domaines protéiques, P1 et P6. Donc, de façon générale, ce qui se passe, c'est que c'est la nucléocapside qui est responsable de l'interaction avec l'ARN génomique, et c'est le domaine de matrice qui est responsable du ciblage des polyprotéines GAG et des GAG-POL vers la membrane plasmique. Donc, la matrice contient un site de myristylisation à l'extrémité N-terminale de la polyprotéine, et c'est la mystyrylation qui va cibler la polyprotéine GAG et la polyprotéine GAG-POL vers le feuillet interne de la membrane plasmique. Donc, du coup, on a une accumulation des polyprotéines GAG et de GAG-POL à la membrane plasmique. Et l'interaction entre le domaine nucléocapside et l'ARN génomique viral permet d'associer l'ARN viral au complexe de
GAG et de GAG-POL. Donc petit à petit, on a de plus en plus de copies de GAG et de GAG-POL qui vont s'associer autour de l'ARN génomique virale, et on aura donc la formation d'une particule par bourgeonnement. Ensuite, cette particule sera libérée, et la dernière étape, c'est le clivage des différentes composantes des polyprotéines par l'activation de la protéase virale. Donc, cette dernière étape de maturation est essentielle. Si on inhibe l'activité de la protéase, les particules virales restent sous cette forme immature, et les particules virales immatures sont non infectieuses. Et c'est comme ça que fonctionnent les antiprotéases qui font partie des médicaments antirétroviraux qui sont utilisés pour soigner les patients infectés par le VIH. Donc, ces antiprotéases bloquent les particules dans une forme immature. Or, une dernière chose à dire pour l'activation de la protéase, on peut voir que c'est absolument essentiel d'activer la protéase uniquement après la libération d'une particule virale. Donc, si la protéase était constitutivement active, même aux étapes précoces de la formation de la particule virale, ce qui se passerait, c'est qu'en fait, on aurait un clivage entre la matrice et la nucléocapside. Or, c'est la matrice qui cible tout vers la membrane plasmique, et c'est la nucléocapside qui permet de s'associer avec l'ARN génomique. Donc, si on avait une activation constitutive de la protéase virale, on aurait la libération de particules virales, mais qui serait vide. Il n'y aurait pas le génome viral à l'intérieur, parce qu'on aurait séparé la protéine de matrice à la protéine de nucléocapside. Et donc, la nucléocapside ne serait pas incorporée dans la particule libérée de la cellule infectée. Donc, l'activation de la protéase uniquement à la fin de ce processus, c'est vraiment très, très important. Donc, en termes mécanistiques, comment ça se passe? Et la réponse à cette question a été donnée en regardant de près quelle était la fonction de cette petite région de la protéine de polyprotéine GAG, le domaine P6. Parce que pour les protéines de matrice de capsides et nucléocapsides, bon, on voyait quand même ce qu'était leur fonction. Mais le domaine P6, bon, on ne voyait pas trop quelle était sa fonction. Or, on voyait bien que sa structure était conservée chez différentes souches et différentes variantes du VIH. Et donc, comment on a fait pour déterminer la fonction du domaine P6? On a fait un petit peu de génétique inverse, c'est-à-dire en mutant et en éliminant le domaine P6 de la polyprotéine GAG et en regardant ce qui se passe. Et si on mute le domaine P6, ce qui se passe, c'est qu'on voit, on a la formation de ce type de structure, c'est-à-dire des particules forment par bourgeonnement, mais elles restent attachées à la surface de la membrane plasmique avec ce petite sorte de, on dirait que c'est une tête avec des particules virales ici, mais le cou reste attaché à la membrane plasmique. Donc le domaine P6 est essentiel pour cette toute dernière étape de la libération de particules virales par bourgeonnement. Donc c'est pour cette raison-là que le domaine P6, on l'appelle un domaine L, donc L pour libération. Donc si on regarde un peu, on a un peu plus de détails, le domaine P6 de la polyprotéine GAG contient deux motifs de séquence qui sont impliqués dans cette fonction de libération de particules bourgeonnées. Et l'un de ces deux motifs, le motif PTAP-PSAP, est retrouvé chez de nombreux autres virus enveloppés et joue également un rôle essentiel dans la libération de particules bourgeonnées. Donc le domaine PTAP-PSAP est associé avec un autre motif impliqué dans la libération par bourgeonnement, et globalement on a besoin des deux
pour une libération efficace des particules virales. Donc chez les autres virus ici, donc le HTLV1, c'est notre rétrovirus humain. Le virus Ebola, c'est un virus ARN brun moins monocaténaire. Le VSV, c'est un rhabdovirus. Et dans ces autres virus, c'est la protéine matrice qui comprend les motifs PTAP et l'autre motif impliqué dans la libération de particules bourgeonnées. Donc VPF40, c'est le nom pour la protéine de la matrice chez les virus du genre Ebola. Donc, comment ça marche? Donc, ces motifs sont retrouvés globalement chez tous les virus enveloppés. Donc, cette dernière étape de libération d'une particule virale bourgeonnée est essentielle pour tous les virus enveloppés. Donc, en termes de mécanisme moléculaire, quelle est la fonction de ces domaines L? Ben, en fait, ils recrutent les protéines cellulaires du complexe ESCORT, ESCORT pour Endosomal Sorting Complexes Required for Transport, et ce sont des complexes de multiples protéines cellulaires nécessaires pour le transport de vésicules intracellulaires. Donc les complexes ESCORT, ce sont des complexes cellulaires avec une fonction essentielle pour n'importe quelle cellule eucaryote. Et globalement, ce n'est pas un truc que je connais très bien, les motifs conservés dans les domaines L vont interagir directement avec différents membres de ces différentes protéines qui sont impliquées dans ces complexes ESCORT. Le complexe ESCORT 1 a un rôle et forme une sorte de plateforme qui va recruter les protéines cellulaires qui sont capables de couper cette sorte de cou qui attache la tête de notre particule virale à la membrane plasmique. Et en fait, c'est donc on a une sorte de spirale de protéines qui sont formées ici, qui va rapprocher les deux bicouches lipidiques de l'enveloppe virale et la membrane plasmique. Et l'ATPase VPS4 est nécessaire pour vraiment scinder ces membranes ici et libérer les particules virales. Ok, donc une fois qu'on escortin, ça se forme d'abord, les protéines chimp forment ces sortes de structures en spirale au cou de notre particule virale. Et la dernière étape, c'est la scission membranaire qui libère des particules virales. Et ça, c'est la fonction du complexe ESCORT3. Dernière chose à dire sur la libération de particules par bourgeonnement, c'est que le site de bourgeonnement sur la cellule infectée n'est pas quelque chose de totalement aléatoire. Donc, chez le virus de la grippe, les particules virales sont libérées à partir du pôle apical des cellules épithéliales. Donc ça, on peut voir facilement pourquoi ça c'est important pour le virus. Donc il se répand par voie aérienne. Donc les particules virales sont libérées sur la surface apicale de façon à être expulsées par les voies aériennes et aller infecter quelqu'un d'autre. Donc c'est pas la peine pour le virus d'être libéré au pôle basal. Ça ne va pas aider à se transmettre à une autre personne. Un autre exemple d'un bourgeonnement sur un site spécifique, c'est ce qu'on peut observer chez le VIH, où lors d'une interaction entre des lymphocytes T et des cellules présentatrices de l'antigène, les particules virales sont libérées sur le zone de contact entre les deux cellules. Et là encore, c'est quelque chose qui est bien adapté, qui aide le virus, qui augmente l'efficacité de transmission du virus de cellule à cellule. Donc,
les particules virales ici sont libérées sur les zones de contact de deux cellules et pas juste aléatoirement tout autour de la cellule infectée. Donc c'est quelque chose un processus qui est contrôlé. Alors, cette fois-ci, c'est le tout dernier point. Donc, c'est quelque chose que j'avais évoqué pour la libération du VIH. C'est que souvent, dans pas mal de cas, les particules virales qui sont initialement libérées sont immatures et non infectieuses. Et la formation des particules virales infectieuses nécessite une étape de maturation. Donc, cette maturation peut être par le clivage protéolytique. Donc, chez le VIH ou chez les autres rétrovirus, c'est vrai pour tous les rétrovirus, la protéase virale va cliver les polyprotéines GAG et GAG-POL en protéines de matrice capside et nucléocapside et en des enzymes protéases, transcriptase inverse et intégrase. Chez les adénovirus, on a quelque chose de semblable. La protéase L3, codée dans le génome du virus, est incorporée dans les particules virales et elle clive les 6 protéines virales structurales, les 6 protéines virales qui se retrouvent à l'intérieur de la particule. Et ce clivage est essentiel pour former des particules qui sont infectieuses. Chez le virus de la grippe, on a quelque chose un petit peu différent, car c'est la neuraminidase, qui est la deuxième glycoprotéine d'enveloppe du virus, qui joue un rôle essentiel en enlevant des acides sialiques à la surface de la particule virale. Donc ça, c'est très important parce que sinon, les particules virales auraient tendance à coller ensemble. Et là, ça, c'est inutile pour le virus qui veut ou dont l'objectif est d'infecter une cellule. Si au lieu de s'attacher à une cellule hôte, le virus va s'attacher à une autre particule virale, ça ne va pas être très, très efficace. Et donc, c'est essentiel pour le virus de enlever les acides sialiques qui sont à la surface de la particule virale. Et donc, ça, c'est le rôle de la neuraminidase virale. Et donc, virologie, le 5e cours de virologie, on avait vu que la réplication virale s'effectue sur des sites spécifiques à l'intérieur de la cellule infectée, là où on a une concentration de protéines et d'acides nucléiques virales. Et ça facilite l'assemblage de particules virales parce que les génomes et les protéines virales ne sont pas juste dispersés librement dans le cytosol de la cellule, elles sont concentrées sur des sites de production. Pour la formation de capsides, dans beaucoup de virus, les protéines de capsides peuvent s'assembler toutes seules. Dans d'autres cas, on a besoin de protéines chaperones cellulaires ou de protéines de charpente virale. L'incorporation de l'ARN ou de l'ADN génomique viral est souvent dirigée ou dépendante de la présence de séquences spécifiques dans le génome viral, ce qu'on appelle les séquences psi ou les signaux d'empaquetage, qui peuvent être des séquences linéaires, mais dans la plupart des cas, surtout avec des virus à ARN, ce sont les séquences qui forment une structure secondaire qui sera fixée spécifiquement par soit les protéines de nucléocapsides virales. Et ce qu'on vient de voir, les mécanismes de libération des virus nus et des virus enveloppés. Donc ça termine les 5 cours sur la virologie fondamentale et on va reprendre la semaine prochaine.